Notre première table ronde consacrée à l'Afrique de l'Ouest. Quelle stratégie gagnante pour les entreprises face à la concurrence des pays à bas coût? L'Afrique de l'Ouest, terre de prédilection, évidemment, pour les entreprises françaises, la plus connue en Afrique avec le Maghreb. Nous allons avoir le témoignage de deux entreprises exportatrices très présentes sur la zone et qui continuent à bien performer malgré le contexte du Covid ou de sortie du Covid. Deux invités, Jean-Christophe Ragny, directeur général du groupe Ragny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie depuis Cagnes-sur-Mer. Vous êtes un fabricant français, indépendant et familial qui fait du matériel pour l'éclairage public, des luminaires, des mâts, des consoles. À peu près 55 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une belle présence en Afrique. Merci d'être en notre compagnie. Et puis, je suis avec Christophe Dequesne, directeur général d'IGN FI, IGN comme Institut Géographique National. Mais c'est en fait le bras à l'export du groupe Géofit. Ça a été racheté, spécialisé donc dans l'acquisition, le traitement et l'exploitation des données géographiques. Bref, de l'ingénierie géographique. Bonjour Christophe Dequesne. Bonjour. Merci vous aussi d'être en notre compagnie. Jean-Christophe Ragny, un mot sur l'Afrique, sur votre présence à l'Afrique. Je le disais, 55 millions de chiffre d'affaires. Quelle est la répartition à l'export que représente l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest ? Alors effectivement, oui, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, pratiquement 60, on va dire, sur l'année 2019. Une répartition export pour le groupe de 30% environ. Ouais. L'Afrique, ça fait plus de, je dirais, 25 ans que l'export a démarré chez Ragny, bien évidemment, avec au début des projets sur le Maghreb. Puisqu'on a démarré par le Maroc, on a même eu une filiale il y a plusieurs années en arrière avec un ancien partenaire. Et puis aujourd'hui, un développement où l'Afrique est vraiment au cœur de la stratégie, puisque nous avons une division raccord des réseaux, éclairage public, et nous avons aussi une division qui fait de l'éclairage solaire. Et aujourd'hui, on va dire que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire sur le continent africain pour pouvoir développer en fait les réseaux. Alors que représente l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique centrale, si on pousse jusqu'à l'Afrique francophone, Cameroun, Gabon, Congo? Alors on va dire qu'aujourd'hui l'Afrique sur l'année 2019 c'est environ 50% du chiffre d'affaires global de l'entreprise. Il est évident qu'il y a aussi des années avec des belles progressions, puisque de temps en temps on a des projets un peu plus d'envergure, comme ça nous est arrivé de faire sur les pays de la CEMAC, des cinquantenaires d'indépendance, ou éventuellement des sommets Afrique-France, ou des gros projets sur le Sénégal aussi. Ça représente environ on va dire l'Afrique de l'Ouest, environ 60% du chiffre d'affaires global. Bon, parfait. Alors Christophe Dequesne, je me tourne vers vous. Quelle est, vous aussi, la répartition de l'Afrique? On peut penser que l'Afrique est là aussi une terre de prédilection, vu les domaines dans lesquels vous intervenez, hein, tout ce qui est géolocalisation, système embarqué, sécurisation des terres. Que représente l'Afrique et là-dedans l'Afrique de l'Ouest? Oui, historiquement, IGN FI a, dès sa naissance, travaillé en Afrique, puisque les premiers travaux étaient liés à la cartographie des anciennes colonies, sous l'égide de l'IGN. Et puis maintenant, avec l'essor des nouvelles technologies, on peut dire que notre marché, donc qui est, vous l'avez rappelé, on est uniquement à l'export. On est à peu près à 90% sur l'Afrique, et avec une part prépondérante cette année sur l'Afrique de l'Ouest d'environ 70% du chiffre d'affaires. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi travaillé sur l'Afrique anglophone. Hein. Je crois que vous avez gagné un certain nombre de contrats. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on fera une émission spéciale Afrique de l'Est, qui est une terre très anglophone. Je crois que vous étiez aussi en Ouganda et en Tanzanie. Le contrat en Côte d'Ivoire, on va en parler dans quelques instants. C'est vraiment un très très gros contrat. Là, on est en dizaines de millions d'euros que vous avez pu gagner sur un montage original. Hein. Voilà, un montage original avec un crédit acheteur de BPI France, et puis qui est essentiellement dû au travail fait avant, justement, vous l'avez rappelé, en Afrique de l'Est, où on a pu avoir de belles références et où finalement le crédit acheteur a pu naître du fait de notre expérience et de ces références, et c'est ça qui permet d'enclencher ce genre de financement. Alors on va y revenir sur ce contrat tout à fait, vous verrez, tout à fait original, qui peut être dupliqué, on peut penser. Je reviens vers vous, Jean-Christophe Ragny. Vous travaillez essentiellement avec la puissance publique, et les collectivités. Ce sont des appels d'offres, ça peut être des appels d'offres internationaux avec une part de bailleurs internationaux, ou c'est du gré à gré. Comment ça marche? Quels sont un peu les types de contrats? Et c'est des contrats de quelle ampleur, quoi? On peut dire de quel type, d'une façon générale?
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs business models en fait. Il y a pas vraiment une direction unique. Alors on travaille dans certains pays avec par exemple des installateurs qui répondent à des appels d'offres, soit qu'on a travaillé en amont, soit des appels d'offres publics et ouverts à la concurrence. À ce moment-là, on a l'installateur qui est notre client final, mais malgré tout c'est quand même pour la collectivité. Voilà. Après on a aussi des opportunités de travailler sur des contrats un peu plus d'État, c'est-à-dire on travaille des fois avec des ministères directement. Ça peut être du gré à gré ou ça peut être malgré tout finalisé par un appel d'offres international. Alors, c'est des projets volumineux. On est en plusieurs millions d'euros, ou ça peut être une succession de projets plus modestes. Et en gros, on est sur quoi? Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, entre les premières prospections, les signatures, la réalisation et puis le suivi? Il y a plusieurs schémas en fait. C'est vrai que alors on est quand même toujours à la recherche de flow business, qu'on appelle le flow business, c'est-à-dire vraiment des petites affaires régulières qui alimentent en fait les affaires, le cours des affaires au quotidien, et en même temps qui nous permet aussi d'avoir des bonnes relations avec nos partenaires. Mais on travaille aussi sur des projets de plus grande envergure. Effectivement, il peut y avoir des projets de plusieurs millions d'euros et même des visibilités sur des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, pour le groupe. Et ça, ce sont des projets qui doivent maturer longtemps, où on peut finalement avoir une certaine réactivité, notamment parce que c'est la puissance publique et que vous le disiez, vous êtes souvent sur des contrats par rapport à des anniversaires. Par exemple, il y en a eu les anniversaires de l'indépendance, des contrats de prestige qui visent évidemment à faire de l'éclairage public dans les capitales, etc. Ça veut dire que ça peut aller assez vite? Ça peut aller assez vite, comme ça peut prendre du temps. Il est évident quand on traite des projets avec des quantités de produits, ou alors un travail qui doit se réaliser avec l'analyse du site, du terrain, l'historique un petit peu et l'inventaire de tous les produits qui sont existants. Ça peut prendre des fois 2-3 ans de travailler sur un projet. Après, ça peut être des fois beaucoup plus rapide. Vous savez, les opportunités de dernière minute, c'est-à-dire on est sur une stratégie bien spécifique. Par exemple, sur une capitale, on doit faire un axe bien spécifique. Je me rappellerai en 2010 l'affaire du Gabon. On a éclairé de l'aéroport jusqu'au boulevard Triomphal, c'est-à-dire le centre-ville de Libreville. Ça s'est réalisé en même pas 6 mois, puisqu'il fallait vraiment aller vite. Il y avait un projet, ce cinquantenaire, un défilé, d'autres pays qui devaient venir, et il fallait faire briller cette route, quoi. Alors vous êtes beaucoup en conventionnel, c'est-à-dire avec un raccordement au réseau, mais vous vous êtes développé sur le solaire. Vous avez d'ailleurs, je crois, racheté ou monté une division consacrée au solaire. Dans les deux cas, c'est les mêmes montants, la même rapidité ou pas dans l'obtention, la réalisation des contrats, ou c'est particulier? Non, c'est vrai que c'est vraiment deux business models qui sont complémentaires. Je pense qu'on est le seul acteur aujourd'hui sur le territoire national à faire les deux, c'est-à-dire vraiment être un spécialiste du raccord des réseaux et également de l'éclairage public solaire. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve bien sûr avec des projets qui sont la plupart du temps volumineux, puisque les produits s'installent à des endroits où il n'y a pas d'éclairage. Et en plus, le business model de Novea, qu'on a racheté d'ailleurs en 2015 et qui est venu en continuité d'un développement de l'activité solaire chez Rani. Moi, j'avais développé ça il y a une dizaine d'années, et c'est vrai qu'à un certain moment, il fallait se professionnaliser. Novea est arrivé en 2015 et une belle opportunité pour nous, avec de belles croissances. Et c'est 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc là, on a vraiment un besoin de développement à l'export assez important. Alors, Christophe Dequesne, ce fameux contrat en Côte d'Ivoire, donc c'est assez original, avec BPI France. Donc c'est à 3 parties, avec BPI France, le contractant, et puis donc le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme ivoirien. On parle de plus de 25 millions d'euros sur plusieurs années. C'est donc un crédit acheteur, et c'est ça qui vous a permis, en quelque sorte, de vous positionner et de pouvoir emporter le morceau. Oui, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça c'est dû à notre expérience, parce qu'en fait les Ivoiriens se sont intéressés, chercher un partenaire qualifié pour accompagner leur transformation digitale, c'est le terme qu'ils emploient. Donc ils sont venus nous voir, on a déjà fait une opération de schéma directeur, on a travaillé pendant 1 an pour un peu définir le cahier des charges d'un projet plus complexe. Et ensuite, parallèlement, on a sollicité BPI France pour proposer un accompagnement financier à ce projet. Et donc, le projet technique, la définition du projet technique, le contrat commercial et le montage du crédit financier se sont menés en parallèle. Ça a été quand même assez long. C'est une aventure quand même qui prend plusieurs années, puisque nos premiers contacts sur ce dossier remontent à 2017. Donc, comme l'a dit Monsieur Rani, les délais sont très longs en Afrique de l'Ouest. Alors, il s'agit de dématérialiser, de numériser le foncier,
tout le foncier en Côte d'Ivoire, potentiellement, en commençant par Abidjan. C'est une tâche considérable dans des pays où souvent les cadastres, évidemment, laissent à désirer. Sans BPI France, vous n'auriez pas pu remporter ce contrat. Le ministère de l'urbanisme en Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens de consacrer 25 millions sur 3 ans à cette numérisation. C'était essentiel d'avoir un financement via BPI France en contrat acheteur. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, recherche des financements. Donc les bailleurs de fonds s'intéressent de près au foncier, puisque c'est la colonne vertébrale du développement économique. Donc il y a beaucoup de financements. Mais le financement BPI France nous a permis d'éviter un certain nombre de schémas classiques, d'appels d'offres. Et tout ça encore, c'est dû à la confiance qu'ils nous ont fait et à nos références et à aussi ce qu'on leur a proposé lors de l'établissement du schéma directeur. Et alors, bon, BPI France, évidemment, doit avoir son intérêt, tout comme vous-même et tout comme évidemment les Ivoiriens, mais par rapport à un appel d'offres, ça permet d'être plus offensif, d'être plus rapide, d'être plus précis, d'être plus en confiance, c'est tout ça. Et ça, donc, ça veut dire que c'est une logique qui est duplicable à l'export en Afrique de l'Ouest ? C'est une vraie logique de partenariat, c'est-à-dire qu'on construit le projet avec le client et avec les financiers. Donc c'est un dialogue à trois et ça permet d'être au plus près du besoin en évitant bien sûr la concurrence. Ça c'est l'avantage qu'on a eu par rapport à d'autres schémas et j'espère pouvoir le dupliquer très rapidement dans d'autres pays, en tout cas le proposer. Même si ce sont des schémas de longue haleine, on sait déjà que la Côte d'Ivoire est consultée, ce ministère est consulté par d'autres équivalents pour se renseigner sur ce qui a été fait et ce schéma. Quels sont les pays en Afrique de l'Ouest qui vous intéressent en ce moment ? Eh bien, Cameroun et Bénin seraient assez intéressés. Ils ont déjà des programmes fonciers, mais peut-être à plus petite échelle, donc plutôt des expériences un peu diversifiées, un peu désorganisées. C'est ça qui leur manque. C'est le fait de se lancer dans un projet d'envergure et d'aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on avait fait en Ouganda, c'est ce que j'espère qu'on va faire en Côte d'Ivoire, parce que le foncier, le démarrer et s'arrêter au milieu, ça marche pas. Il faut aller. Et surtout le foncier est la colonne vertébrale, évidemment, de toute la transparence. Et la logique économique, pour faire du business, évidemment, si le foncier n'est pas sûr, c'est très difficile. Donc on peut penser que c'est presque un des points de départ essentiels aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est pour ça que les bailleurs de fonds investissent tant en Afrique et avant en Europe de l'Est et encore dans bien d'autres régions du monde. Tout ça permet la sécurisation foncière pour les citoyens, pour les investisseurs locaux, pour la sécurité de leurs moyens, de leurs biens, et puis également pour les entreprises qui veulent s'implanter et qui veulent acheter des terrains, ne peuvent pas le faire en confiance sans cette sécurisation foncière. Alors, Jean-Christophe Ragny, la concurrence des pays à bas coût en Afrique de l'Ouest, c'est une réalité. Évidemment, tout le monde a en tête l'offensive des Chinois qui peuvent arriver avec des paquets de financement clés en main. Bon, vous nous direz ce que vous pensez de cette concurrence chinoise. Les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Espagnols, qui tous sont réputés moins chers et qui ont décidé de s'attaquer un peu à la France-Afrique. C'était un peu une chasse gardée des Français, l'Afrique francophone de l'Ouest. C'est fini tout ça et donc la concurrence est bien réelle, Jean-Christophe ? Ouais, je pense que depuis des années déjà, la concurrence, elle existe avec la Chine, quoi qu'il en soit. Vous savez, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ça fait des années qu'on en entend parler. Après, quoi qu'il en soit, que ce soit les Chinois, les Turcs ou peu importe, c'est devenu un marché mondial. La qualité, elle est partout. C'est juste que je pense qu'on a quand même une approche peut-être différente. On a aussi un vécu, on a un historique, on a des projets réalisés, on a fait nos preuves. Tout ne se fait pas que par le coût. Il est évident que on dit toujours en souriant un peu, on dit toujours que quand on achète pas cher, on achète 2 fois en général. Donc c'est des choses vécues, c'est-à-dire que souvent, voilà, il y en a bien un qui va importer du matériel sans forcément réfléchir à la façon de réaliser le projet, et puis on finit par refaire le projet quelques années plus tard parce que c'était pas forcément adapté. Je crois qu'on a quand même malgré tout cette capacité à pouvoir accompagner le client avec beaucoup plus de connaissances peut-être du marché. Alors après, les Chinois forcément sont très présents parce que sur le continent africain, que ce soit en Afrique de l'Est ou même sur les pays francophones, il y a quand même une grosse présence, que ce soit dans la construction. Ils prennent de la place, ils savent s'implanter, ils savent venir vivre sur place aussi pour créer de la valeur ajoutée. Ils construisent des tas de gros projets comme des barrages, ce genre de choses-là. Donc forcément, on les a face à nous tout le temps, mais on tire notre épingle du jeu. Vous savez, il n'y a pas dans notre monde aujourd'hui, il n'y a pas que le prix qui compte, il y a aussi le service et le rapport de confiance.
Et je pense que l'Afrique en général, pour pas les mélanger, il y a quand même beaucoup de pays et beaucoup de mentalités différentes, mais la confiance est quand même un des socles de la façon de faire du business en Afrique. Oui, mais alors cette confiance, on va pouvoir la garder longtemps, avoir ce train d'avance, parce que vous êtes peut-être 20, 30, 40% plus cher que la concurrence des pays à bas coût, et donc on va pouvoir garder cette longueur d'avance en jouant effectivement le service, la formation, le service après-vente évidemment, une qualité particulière, une qualité de confiance, avoir peut-être aujourd'hui des éléments de développement durable. Tout ça, j'imagine, fait partie de vos stratégies, mais est-ce que c'est tenable sur le long terme face à cette offensive ? Je crois que dans tous les domaines, quoi qu'il en soit, il faut savoir toujours s'adapter. Le business model qui existe, je dis toujours en souriant, je sais pas s'il faut on peut citer des marques, mais on fabrique malheureusement pas du Chanel numéro 5. Je crois que celui-là, on pourrait le fabriquer n'importe où et n'importe quand. On arriverait à le vendre quand même, mais il faut s'adapter. Aujourd'hui, on est fabricant français, on exporte 100% de notre marchandise de notre entreprise. Aujourd'hui, on ouvre le continent africain avec de tas d'opportunités. On commence déjà à créer des partenariats durables localement. On envisage certainement des ouvertures de filiales par rapport à des besoins qu'il peut y avoir sur place. Après, il y a aussi l'ingénierie, la valeur ajoutée, de l'étude, de la capacité à pouvoir adapter notre offre. Un produit plus cher, mais qui est beaucoup plus performant, finalement, on en installe moins et le coût au global finit par être de même niveau. Donc, ce sont toutes ces forces-là qu'on essaie d'adapter et de toujours optimiser pour pouvoir garder cette petite longueur d'avance. Ouais. Alors vous, Christophe Dequenne, comment vous aussi proposez une offre différenciante, même si on peut penser que les Chinois sont moins présents sur la concurrence, encore que sur tout ce qui est système embarqué par exemple, mais on peut penser que il y a encore, et puis il y a le prestige de l'IGN dont vous êtes issu, il y a des IGN locaux qui avaient été montés dans un certain nombre de pays. Il faut proposer quoi ? Un partenariat, faire travailler des startups locales, s'il y en a, par exemple, les intégrer dans les systèmes. Ce sont autant de stratégies pour résister à cette concurrence à plus bas coût. Alors c'est vrai que nous, déjà, un des soucis, c'était de faire accepter l'information géographique comme un réel besoin et de faire comprendre aux politiques toutes les débouchés et tous les avantages pour le développement économique. C'est en train de changer, il y a beaucoup de projets dans tous les secteurs qui se développent et forcément, le marché grandissant, la concurrence arrive, existe. Les Chinois, oui, mais pas seulement, parce que en fait, on voit beaucoup de financements japonais, allemands, américains et d'Europe du Nord. Donc la concurrence s'installe. Les prix sont, c'est vrai, souvent plus bas que les nôtres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un peu comme l'a dit Monsieur Rani. Il faut avoir un service de qualité. Il faut accompagner. Il faut recruter des experts locaux dans nos équipes. Il faut faire travailler des startups, alors françaises ou locales, parce que le champ des applications est immense. Alors on va pas être partout dans 5 ans. On me demande toujours qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, parce qu'on est que à l'export, donc c'est export égale un peu de danger, pérennité. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment voyez-vous le marché dans 10 ans ? Donc on sait que le marché va se développer. Il faut qu'on choisisse nos secteurs où on sera les plus crédibles, les plus performants. Alors on peut évoquer toute la stratégie sur les risques, inondations et autres, sur le développement agricole, c'est essentiel en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. Donc là, l'information géographique peut apporter énormément et on essaie de s'adjoindre des experts de qualité, je vous l'ai dit, locaux ou alors internationaux ou français, pour arriver toujours à aller plus loin dans le service et avoir une offre séduisante. Et effectivement, vous le citiez, il y avait les risques d'inondation, il y a la reforestation, évidemment, la sécurisation des plantations, tout ceci est absolument considérable. Le littoral également, on sait les problématiques sur le littoral dans le golfe de Guinée, et tout ça effectivement fait un beau potentiel, on peut penser. Est-ce que les PPP peuvent vous intéresser ? Mais comment vous seriez rémunéré ? Est-ce que ça peut être une solution qui permet de se différencier par rapport aux pays à bas coût ? Ces pays commencent à mettre en place des cadres de PPP. Oui, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on voit des PPP, en tout cas sur le papier, se présenter. Et pour l'instant, on n'en a pas fait, mais on voit quelques expériences, notamment dans le domaine du foncier. C'est sans doute, très certainement pour certains pays, le seul modèle économique qui va être proposé. Parce que peut-être... Mais comment vous rémunérez sur un PPP ? C'est une question de prise de risque. Donc là encore, c'est un partenariat à 3. Le plus sécurisant pour nous, ce serait d'avoir un partenaire financier. Des banques locales peuvent être tout à fait intéressées à financer
le foncier, parce que pour elle, derrière, ce sont des milliers de citoyens qui vont ouvrir un petit compte et avoir des revenus. Donc c'est un modèle qu'on va sans doute dans les 5-10 prochaines années être amené à expérimenter. Alors, Jean-Christophe Rani, vous songez à une implantation directe, c'est ça, dans un certain nombre de pays, d'avoir des filiales à 100%. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça vaut le coup quand même sur les marges? Est-ce que vous y réfléchissez? Où en êtes-vous? Alors déjà, ce qu'on essaye de faire, on participe à ça, c'était un choix stratégique. On participe à l'accélérateur Afrique avec la BPI depuis début d'année, l'objectif, c'était vraiment de rationaliser notre offre et notre façon de s'organiser. Jusqu'à présent, on faisait un petit peu du one shot, c'est-à-dire qu'on travaille dans des pays régulièrement, mais il n'y avait pas une vraie structure qui permettait de suivre au quotidien le besoin. Aujourd'hui, il existe quand même des outils. La création d'une filiale, nous, on la veut pas comme peut-être certains soit de nos confrères ou d'entreprises qui, de temps en temps, pour un projet bien spécifique, créent une entreprise et disparaissent parce que ça a été nécessaire pour le projet. On pense qu'il faudra déjà analyser le besoin de certains pays. Alors, on parlait depuis tout à l'heure, on parle de la Côte d'Ivoire. Il est évident que la Côte d'Ivoire est un pays qui bouge énormément et qui est un point important en Afrique de l'Ouest, au milieu du Sénégal, du Bénin et autres, Mali. On n'a pas forcément, vous savez, c'est comme on est fabricant français et c'est pas pour ça qu'on travaille très très bien. On peut très bien travailler en Italie ou en Espagne. On est à côté, mais c'est quand même pas les mêmes pays. Donc il faudra réfléchir stratégiquement et pas forcément ouvrir des tas de filiales. Il faudra l'ouvrir que si vraiment il y a un marché durable, une mise en place de choses et que ça crée de la valeur ajoutée localement et pour nous aussi. Et ça coûterait cher? Ça peut coûter cher d'ouvrir une filiale en Afrique de l'Ouest? Ou pas plus qu'ailleurs? Je pense que ça peut coûter. Le coût de la vie dans certains pays est pratiquement aussi cher, aussi haut que chez nous. Quoi qu'il en soit, il faudra un partenaire local. Donc ça c'est sûr. On n'ouvrira pas une filiale Rani 100% pour être implanté sur place et voilà, il faudra rayonner avec un partenaire local. Donc on est en train de le construire. On discute avec des gens dans différents pays avec des besoins bien spécifiques. On a déjà un beau développement. On a déjà des partenariats qui se sont signés, ce qui était plus compliqué il y a une dizaine d'années sur le continent africain, puisqu'il y avait beaucoup d'apporteurs d'affaires, des gens qui voulaient faire du business, mais qui n'avaient pas forcément la connaissance de notre métier. Aujourd'hui, on professionnalise notre offre et on a des partenariats avec des gens qui vont nous accompagner sur ce genre de choses. Et puis, on en parlera certainement tout à l'heure. On a dernièrement fait une levée de fonds où on a fait rentrer au capital deux organismes, dont un qui est BPI et l'autre Afrique Invest. Afrique Invest étant positionné sur une dizaine de hubs dans le monde entier et plus particulièrement en Afrique et d'ailleurs dans tous les secteurs de l'Afrique qui peuvent nous intéresser, sont des gens qui vont forcément nous accompagner dans ce genre d'action. Ouais, alors ils sont en minoritaire effectivement, et c'est donc Afrique Invest, le fonds de private equity, un fonds d'investissement basé à Tunis et effectivement très présent sur l'Afrique et qui peut-être vous permettra d'attaquer aussi l'Afrique anglophone où aujourd'hui vous n'êtes pas. Et on sait que l'Afrique anglophone est aussi puissante en Afrique de l'Ouest. Dernière question, vous implantez pour produire ou du moins assembler sur place, en Afrique de l'Ouest. Vous le faites déjà un peu en Bosnie pour les pays balkaniques, vous le faites aux États-Unis, où vous avez aussi une petite unité. Est-ce que vous pourriez le faire en Afrique de l'Ouest? Et là, on est dans la logique de valorisation de toute la chaîne, ou est-ce que c'est prématuré aujourd'hui d'y songer en Afrique de l'Ouest? Non, c'est pas du tout prématuré d'y songer. Je pense que stratégiquement, vous savez, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a des accords, l'UMOA, la Côte d'Ivoire, on pourra livrer la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou d'ailleurs d'autres pays, mais on pourrait potentiellement livrer du matériel dans d'autres pays. Ça c'est pour raccourcir le circuit. Plus on raccourcit le circuit, plus on réduit les délais et plus on arrive à toucher un marché qu'aujourd'hui on touche difficilement malgré la distance. Alors, c'est vrai que tout le monde est habitué à attendre des livraisons potentiellement de l'Europe parce qu'il y a de l'industrie en Afrique, mais il y a beaucoup de produits européens qui partent sur le continent africain. Ils sont habitués à ce circuit-là. Maintenant, s'il y a des opportunités de pouvoir créer une entité qui nous permettra de faire ce qu'on fait aujourd'hui et de raccourcir ce fameux circuit entre la commande et la livraison, c'est des choses qui seront envisageables. Et il n'y a pas le schéma encore en tête, on n'a pas visualisé quelque chose qu'on allait faire immédiatement, mais on est en train justement de rationaliser notre stratégie à l'export pour pouvoir y arriver et essayer vraiment d'avancer, je dirais de façon concrète, parce que
Voilà, ça nécessite un petit peu plus d'organisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir-faire en Afrique. De plus en plus, j'ai participé dernièrement l'espèce de big qui a été organisé en Côte d'Ivoire. On voit énormément de start-up, d'entreprises énormément organisées sur place, et il y a beaucoup de savoir. Et c'était ce message-là aussi qu'on voulait donner avec Africa Invest, avoir un fonds africain qui rentre au capital d'une entreprise familiale qui a presque 100 ans. Je pense que c'est un beau message, et ça montre que c'est vraiment une ouverture. Ouais. Big, hein, c'était BPI France à Abidjan, effectivement, sur le modèle du Big lancé à Bercy. Effectivement, ça a été une grosse réussite avec une grosse présence africaine, et puis de toutes les parties prenantes aujourd'hui sur le continent, et qui sont très variées. C'est ça qui est intéressant. Christophe Dequesne, plus d'implantation durable en Afrique de l'Ouest, ça voudrait dire quoi pour vous? Est-ce que vous réfléchissez à une présence plus pérenne à partir du moment où le business peut devenir très récurrent? Alors c'est vrai que nous, on a plutôt voulu rester indépendants. On n'a pas créé de filiales toutes ces années. On se pose bien sûr la question pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un volume d'affaires important. Mais bon, c'est à l'étude. Il y a beaucoup de questions sur la fiscalité. Enfin, beaucoup de choses qui sont pas exactement notre métier. Donc il faut qu'on se fasse aider pour y réfléchir. Mais on est plutôt partisans de la création de partenariats, de GIE. On a des GIE en Côte d'Ivoire sur certains projets. Et aussi d'implantation, aussi pour la production, c'est-à-dire qu'on a toujours dans nos projets, soit avec le client, soit avec des partenaires, créé nos ateliers de production dans le pays destinataire du projet, et on n'a pas cherché à avoir de filiales de production, de centres de production dans un pays à bas coût. On va conclure. Est-ce que vous avez déjà des projections sur 5 à 10 ans, ce que pourrait représenter l'Afrique de l'Ouest, y compris l'Afrique anglophone, parce que tout le monde pense évidemment au Nigeria, où les Français sont insuffisamment présents, même si nous y développons. Qu'est-ce que ça veut dire, IGNFI, dans 5 ans en Afrique de l'Ouest ? En fait, on voudrait continuer dans cette voie, d'être un peu la référence en termes d'information géographique de base, et donc d'être appelé sur les grands projets de développement économique des pays, et essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une croissance, bien sûr. Là, on est à 15 millions, une croissance raisonnable. On se voit bien un peu plus gros. C'est vrai qu'on a toujours été une équipe assez réduite, de 40 personnes centrées à Paris, avec un réseau de partenaires, d'experts qui se construit et qui se pérennise, qui se fidélise. On aime bien ce modèle. En changer peut être peut-être un peu périlleux, donc on se voit un peu plus gros, et Afrique de l'Ouest dupliquer des opérations comme la Côte d'Ivoire dans les pays que vous avez cités. Puis vous citez l'Afrique de l'Est, Nigeria, Ghana, et puis et l'Afrique anglophone, ceux qui sont vraiment à l'Est et l'Afrique anglophone. Ouais. Et vous, alors, pour conclure, Jean-Christophe, dans 5 ans, Rani sera où, comment, sous quelle forme et pour quel chiffre d'affaires? Et enfin, est-ce que le Nigeria et le Ghana, qui sont vraiment les deux des 3 locomotives avec la Côte d'Ivoire sur l'Afrique de l'Ouest, vous vous y attaquerez ou pas? Bon, certainement, on n'est pas limité par un problème d'accès lié à la langue. Donc c'est clair que jusqu'à présent, je crois que les Français qui font de l'export en général en Afrique le font dans les pays francophones, parce que c'est certainement un petit peu la facilité. Puis il y a vraiment un vrai lien, quoi qu'il advienne. Mais on s'ouvre sur beaucoup de nouveaux pays, en Afrique australe aussi. Et il y a pas mal de choses à faire. L'Afrique du Sud, un petit peu plus compliqué, un peu plus fermé, je dirais, par rapport à, puis il y a de l'industrie, donc c'est un peu difficile pour nous de rentrer. Mais nous, ce qu'on se voit surtout, c'est prendre de l'ampleur, mais le faire de façon cohérente, en contrôlant notre croissance, en maîtrisant les projets qu'on réalise, parce que des fois c'est difficile de faire des projets, mais par contre c'est très facile de perdre, ou en tout cas de décrédibiliser son entreprise si on fait des erreurs. Donc on essaie de structurer, de construire, de faire les choses au mieux, d'accompagner nos clients, de faire un petit peu comme Christophe, voilà, d'être le plus sérieux possible et de montrer qu'on devient potentiellement une référence, et qu'on donne le réflexe à nos clients potentiels de penser à Rani quand il y a besoin d'éclairage. Bon, parfait. Merci d'avoir été en notre compagnie depuis Cagnes-sur-Mer. Merci à vous, Jean-Christophe Rani. Donc, Rani, entreprise familiale, indépendante, 50 à 60 millions de chiffre d'affaires, donc dans l'éclairage public, avec une grosse présence en Afrique. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci également, donc, Christophe Dequesne, donc pour IGNFI, avec de très très beaux projets, évidemment, en géographie intelligente, on dira, en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. Merci d'avoir été dans notre compagnie.